Salut, bienvenue chez Horror King. Abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce bleu, écris en commentaire d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. Merci du support. On y va. Histoire 1. La première chose que je veux dire avant d'écrire tout ça, c'est que je sais que j'ai ma part de responsabilité. Mon humour tordu m'a encore joué des tours. Et cette fois-là, des gens ont réellement été touchés par mes conneries. Si tu lis ceci et que tu connais l'homme dont je parle, sache que je suis désolé. Il y a quelques années, ma blonde Marie-Claude et moi, on a emménagé dans une nouvelle maison, dans un petit quartier charmant qui s'appelle Sainte-Dorothée, à Laval, juste au nord de Montréal. L'endroit était parfait pour fonder une famille. Des pelouses coupées au cordeau, des boîtes aux lettres bilingues bien alignées, des gamins qui jouaient au hockey dans la rue. On aurait dit un décor de film. Jamais je n'aurais cru vivre dans un coin aussi propre. Mais merci à ma blonde qui gagnait bien sa vie dans une grosse firme au centre-ville. Elle portait la maison, sans blague. Elle était la reine du château. Dès qu'on a commencé à déménager, j'ai senti les regards. 2 jeunes tatoués dans un coin comme ça, je savais déjà comment certains allaient réagir. Pendant qu'on traînait les boîtes, des voisins sont passés saluer, tout sourire, bonjour, tarte au sucre offerte. Politesse impeccable, un peu forcée peut-être, mais agréable quand même. Ma blonde a adoré. Mais le couple d'en face, c'était autre chose. Des gens âgés, probablement dans les 70, peut-être plus. Monsieur et Madame Tremblay. Ils nous mataient par les stores. Pas des coups d'œil rapides. Ils nous fixaient, comme si on allait décrocher la lune. J'ai fait un geste de la main, par provocation. Ils n'ont pas répondu. Ils ont continué à nous regarder, puis ils ont tiré les stores. J'ai dit à ma blonde, ces deux-là flûtent, pas facile. Elle a ri et m'a dit de rester polie. 10 minutes après, le vieux homme est sorti. Il est venu jusqu'à mon entrée, dans mon garage, pendant que je rangeais des outils. Il a hurlé d'une voix forte, râpeuse et agressive. J'aime pas ça. Ici, c'est calme. Si ça continue, j'appelle la Sûreté du Québec. Sa voix sonnait comme du métal frotté. J'ai ri intérieurement. Au lieu de calmer le jeu, j'ai merdé. Je lui ai répondu sur le même ton. Écoute, dégage de ma propriété. Tu peux pas entrer comme ça dans mon garage. Et qui que tu sois, interdit de menacer la police. On est des gens corrects. Le vieux n'a pas reculé. Il a bombé le torse, petit comme il était, et il s'est avancé. Ma blonde a entendu du salon, et elle est sortie en coup de vent, s'est interposée entre nous. Je n'aurais jamais levé la main sur lui, mais il était en infraction, et il pressait des boutons. Ma blonde a essayé de calmer la situation, de se présenter, de s'excuser pour mon comportement. Sa tentative s'est fracassée. L'homme a craché par terre, tout près d'elle, et il a lancé « Éloigne-toi, fille de mauvaise vie. Vous êtes sale, vous êtes en train de gâcher mon quartier. » Elle est restée là, bouche ouverte, figée. J'ai laissé échapper un petit rire nerveux. Elle a pointé du doigt sa maison en lui ordonnant d'aller se retirer. Le vieux est parti en marmonnant dans son patois québécois, des mots qui ont sonné comme des pierres. On se regardait, abasourdi. On n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi absurde. Je n'ai pas su laisser tomber. C'était mon défaut, amplifier les petites choses. On était des fans acharnés de l'Halloween. Oui, l'Halloween. On décorait à outrance et on organisait une grosse party. J'ai fait la réflexion à ma blonde. J'aimerais voir la tête de Monsieur Tremblay à l'Halloween. Elle a ri, puis m'a dit d'arrêter, d'oublier.
J'ai pas oublié. J'ai pris une bouteille de sang artificielle. Pas les petites décorations collantes. Non. Du vrai produit de cinéma, lavable, que j'avais utilisé l'année d'avant pour une maison hantée. Et je l'ai étalé en un grand éclaboussement sur la fenêtre qui donnait sur la maison des Tremblay. La lumière de la pièce, le soir venu, ferait croire à une tache de sang énorme, fraîche, sur la vitre. C'était juste une farce enfantine. Je n'imaginais pas la suite. Cette nuit-là, on regardait un film. L'air sentait la chaleur du salon, du pop-corn à peine consommé. Puis, bruit. Un claquement sec, rapide, comme si quelqu'un avait essayé la poignée. Nos cœurs ont sauté. On a foncé vers la porte. Au moment où je suis arrivé, la porte a volé en éclats. On venait d'entendre la hache qui mordait le bois, un bruit aigu, terrible, qui m'a glacé la colonne vertébrale. Un homme a foncé dans l'entrée, brandissant une hache. Son visage, son torse, tout était barbouillé de noir et de rouge, la tache sur sa chemise. Il criait, dément. J'ai aboyé. « Hé, calme-toi, explique-toi !» Il a levé la hache comme pour frapper. Je suis costaud, mais pas fou. Je ne me voyais pas recevoir un coup de hache. Sa voix tremblait de rage. Il répétait une seule phrase, comme une incantation. « J'ai vu du sang, j'ai vu du sang !» Ses yeux étaient fous. On aurait dit qu'il avait croisé quelque chose de pire qu'un cauchemar. Je me suis senti tout petit sous ce regard. Ma blonde est montée prendre son téléphone et a filé appeler la police. J'ai essayé de parler pour désamorcer. C'est pas réel, c'est du faux sang, c'était une blague. Je suis désolé, détends-toi. La hache a stoppé au-dessus de sa tête, prête à tomber. Il criait que la mort n'était pas une plaisanterie. Le souffle dans ses poumons sonnait saccadé, humide. La lame pendait, menaçante, réfléchissant la lampe du salon. Au moment où j'essayais de trouver une solution, il a laissé tomber la hache. Il a flanché. Son corps s'est effondré sur un genou, puis sur le plancher. Il était immobile. J'ai tendu les mains, en réflexe, comme pour le calmer. J'ai avancé lentement, les muscles tendus, la gorge sèche. « Hé, mon vieux, ça va ? Recule, recule, doucement. » Il a perdu connaissance. Il est tombé sans bruit au milieu du salon. Le bois grinçait autour de lui. L'air sentait, je m'en souviens, l'odeur âcre de la sueur, la poussière et ce parfum métallique qui rappelle le sang. Mon cœur battait à toute allure, mes oreilles bourdonnaient. J'ai crié pour ma blonde. Elle est descendue 4 à 4 les escaliers. Son visage, là, je ne l'oublierai jamais. La panique, la stupeur, puis la peine. Elle a crié « Il est mort !» Les mots ont cliqueté comme du verre brisé. On a appelé la Sûreté du Québec. Les policiers sont arrivés en quelques minutes. On a fait ce qu'il fallait. L'ambulance a emmené l'homme. Il n'était peut-être pas complètement mort à ce moment-là, mais il a succombé quelques jours plus tard à un arrêt cardiaque à l'hôpital. J'ai appris ça plus tard. J'ai senti le monde se refermer autour de moi. Je suis allé voir Madame Tremblay pour présenter mes excuses. J'ai frappé à sa porte, les mains tremblantes, le cœur en vrac. Elle m'a accueilli avec une douceur qui me fendait la poitrine. Elle m'a dit que son mari était vieux, malade, qu'il n'avait plus toutes ses facultés. « Vous n'avez rien fait de mal, les enfants », elle a dit en souriant, mais ses yeux étaient fatigués. Ces mots ne m'ont pas soulagé. Après cette nuit, j'ai essayé de changer. J'ai arrêté la connerie. J'ai réduit mon arrogance. J'ai même entretenu la maison de Madame Tremblay pendant un temps. Tondre sa pelouse, rafistoler une gouttière, aller acheter l'épicerie. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle parte, il y a eu des semaines comme ça.
Et ce sont ces semaines qui m'ont poussé à écrire tout ça aujourd'hui. Fais attention à qui tu cherches à embêter. On ignore quel film tourne dans la tête d'un autre, dans quel état il est, quelle douleur le ronge. Ce soir-là, j'ai vécu 2 horreurs. La menace physique, la hache qui s'est élevée, et puis la chute terrible d'un homme qui s'est effondré devant nous. La culpabilité, la peur qui colle à la peau. La vie est courte. Soyez, s'il vous plaît, des humains corrects. Je suis désolé, monsieur Tremblay. Pardonnez-moi. J'ai fait mes études à l'Université de Montréal. C'était incroyable. J'espérais qu'il y aurait un peu de fierté carabines quelque part dans l'histoire. Quand j'ai terminé mon programme, j'ai décidé de rentrer au Saguenay au lieu de rester à Montréal. Je me suis dit que je pourrais emménager chez mes parents pour un moment, reprendre mon ancien boulot pour mettre de l'argent de côté, puis chercher un travail dans mon domaine. Je n'ai pas réalisé que ce déménagement allait m'offrir l'une des pires nuits de ma vie. Je n'avais pas grand-chose à mon nom pendant mes années à l'université. Mes parents avaient payé pour le transport de la plupart de mes affaires jusqu'à la maison parce qu'ils ne pouvaient pas venir m'aider à déménager. Mon père était parti pour affaires à Toronto. Ma mère était partiellement handicapée et ne pouvait pas conduire. Je n'avais jamais passé mon permis plus jeune. Je n'avais jamais eu besoin d'une voiture, alors je ne conduisais pas non plus. Mon seul moyen de retour depuis Montréal, c'était l'autocar. Ça ne me dérangeait pas. Je me suis dit que j'allais mettre mes écouteurs et m'endormir pendant les 3 heures de route. Le billet pour mon trajet était un autocar de nuit et c'était nettement moins cher. J'étais fauché, alors c'était la seule option. Je suis arrivé à la gare d'autocar de Montréal en avance. Je me suis installé à mon siège. Je me suis préparé pour le départ à 10 heures. On est parti pile à l'heure. Tout roulait. Il n'y avait pas beaucoup de monde à bord. Mais j'ai toujours aimé l'obscurité des trajets vides. C'était presque cosy, assis tout au fond. Musique dans les oreilles, les lumières tamisées qui clignotaient comme des battements de paupières. C'était un de ces grands autocars, avec des toilettes tout au fond. Je me suis installé juste à côté des toilettes, tout au fond. C'était un peu dégueulasse, je sais, mais c'était le coin le plus retiré et le plus tranquille. Avec si peu de passagers, je ne craignais rien. Vers 1 heure de trajet en direction du Saguenay, un homme s'est levé et est allé aux toilettes. Rien d'étrange. Ce qui m'a semblé étrange, c'est le contact visuel, long et maladroit, entre lui et moi, avant qu'il ne franchisse la porte. Ce qui est devenu encore plus étrange, c'est qu'il est resté là-dedans une durée anormalement longue, vraiment longtemps. Au début, je me suis dit qu'il faisait ses besoins, point final. Mais au bout de 30 minutes, j'ai commencé à m'inquiéter. Moi, j'avais besoin de toilette. Je ne pouvais plus tenir. J'ai frappé. J'ai frappé parce que ma vessie criait. À ma surprise, il a ouvert presque aussitôt. Il m'a regardé comme si je le dérangeais en plein rituel. Il m'a dévisagé, les yeux durs, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. D'une voix rauque, basse, chuchotée mais pleine de colère, il a dit « Je peux vous aider, petite dame ?» Sa voix vibrait, un peu comme un grincement de métal. J'ai senti mon cœur se compresser, les mains moites. J'ai bredouillé. « Désolé, monsieur, j'ai juste besoin des toilettes. » Il m'a dévisagé encore un instant, puis il est sorti des toilettes. Je suis entré à la suite et je l'ai remercié en passant. En fermant la porte derrière moi, j'ai levé les yeux. L'homme se tenait juste à l'extérieur. Il me fixait. J'ai verrouillé la porte. Assise sur la lunette, j'ai entendu ses doigts taper, doucement, presque rituellement, sur le bois de la porte. Ce n'était ni un coup,
ni un battement violent. C'était un petit toc régulier. Mes oreilles l'ont attrapé comme un insecte contre une vitre. Une respiration retenue après l'autre, il a soufflé, toujours tout bas. « 1 minute, désolé, j'arrive. » Le toc n'a pas cessé. J'ai fini vite. Mes muscles tremblaient. J'avais une odeur d'antiseptique dans les narines, l'odeur des vieux billets collés au plastique. Mon cœur frappait contre ma cage thoracique comme un tambour. J'ai ouvert la porte, terrorisé mais pressé de sortir. Le cauchemar que j'avais imaginé était vrai. L'homme était là, immobile, juste à côté de mon siège. Ses yeux étaient foutus. Ils étaient énormes, presque haineux. Et ses pupilles giganes n'étaient que trous noirs qui avalaient la lumière. Il y avait quelque chose de liquide, ou peut-être juste cette façon anormale dont ses yeux réfléchissaient, comme s'il n'avait pas vu l'air depuis des jours. Une odeur âcre s'échappait de lui, un mélange d'alcool bon marché et de métal chaud. Je me suis glissé à côté de lui, timidement. Il a reculé à peine pour me laisser passer. J'avais déjà décidé que j'allais prendre mes affaires et aller tout devant. Dès qu'il retournerait aux toilettes, je me déplacerais. J'ai commencé à rassembler mes choses en silence, chaque mouvement pesé, prêt à bondir. Mais au moment où je croyais qu'il allait partir, il est revenu, et il s'est arrêté juste à côté de mon siège. Il bloquait l'allée. Je ne pouvais pas passer. Ces sièges tout au fond forment une petite alcôve. L'homme s'est posté dans l'angle, me bouchant la sortie. J'ai pensé hurler, j'ai pensé à crier, mais j'ai redouté ce que cela provoquerait. Il y avait des enfants, quelques petits, et je ne voulais pas leur arracher une nuit pire encore. C'était stupide peut-être, mais ma tête s'accrochait à des détails inutiles. Il s'est penché vers moi, toujours chuchotant, mais cette fois, la colère perçait. Où est-il ? Il marmonnait, la voix tordue, comme s'il essayait de garder le contrôle, mais que ses nerfs étaient en lambeaux. Je me suis ratatiné. « Je suis désolé, monsieur. Je ne sais pas de qui vous parlez. » Il a frappé le siège devant moi, comme pour appeler quelque chose, un animal, un souvenir. Puis il s'est abaissé à ma hauteur, la bouche prête à vomir des mots. « Tu l'as laissé dans les toilettes quand tu es sorti. Il est parti quand tu es sorti. Il est parti, n'est-ce pas ?» Il s'est approché encore, et sa colère est devenue plus vive. Sa respiration sentait le tabac rance. J'ai levé les mains instinctivement pour créer une barrière, une distance qui ne servait à rien. Il a commencé à hurler, à crier ses mots sans fin. Heureusement, le chauffeur a dû voir ou entendre quelque chose d'anormal. Il a commencé à ralentir et il est venu à l'arrière. La voix du chauffeur a rempli l'allée, ferme, professionnelle. « Monsieur, y a-t-il un problème ?» L'homme l'a ignoré d'abord. Il n'a même pas regardé le chauffeur. Puis, comme si une étincelle avait mis le feu à un fût, il s'est redressé et a hurlé. « Où est-il ?» Le son a claqué contre les vitres. Il a poussé le siège devant moi avec une sorte de frénésie. À ce moment-là, j'ai hurlé aussi. Pas de douleur, mais un cri pour attirer de l'aide, pour que quelqu'un prenne le relais de ma peur. Le chauffeur a essayé de le calmer. Il a demandé au type de reculer. L'homme n'a pas aimé l'idée. Il s'est levé d'un bond. Ce qu'il a fait ensuite, personne ne s'y attendait. Il a hurlé dans la figure du chauffeur, un hurlement sans logique, puis il l'a renversé au sol, comme si le chauffeur n'était que du carton. Il a foncé vers l'avant. On a entendu le souffle coupé de tous les passagers. On a entendu l'autocar qui vibrait, les cordes de résignation. Je pensais qu'il voulait voler le véhicule. Je pensais tout, sauf ce qui est arrivé.
Il s'est précipité vers la porte avant, puis il a littéralement lancé son corps contre la porte. Un impact sourd. Il a fait éclater le verrou, et il est parti comme un bolide, un éclair humain, traversant l'autoroute en quelques secondes. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre. Il était parti, comme si la nuit l'avait avalé, comme si un trou l'avait aspiré hors du monde. Le chauffeur a repris le volant et a redémarré sur le champ. Une dizaine de minutes plus tard, il s'est arrêté à une aire de repos le long de l'autoroute. Il est venu vérifier tout le monde, en particulier moi. Il voulait s'assurer que j'allais bien. Il a appelé la Sûreté du Québec, comme il se doit. Ils sont venus. J'ai parlé aux agents. J'ai raconté chaque phrase, chaque regard, chaque bruit. J'ai décrit l'odeur, la façon dont l'homme frappait la porte. Ils ont pris mon témoignage. Mais au bout du compte, vu la bizarrerie de l'affaire et l'endroit où c'était arrivé, les policiers m'ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Pas de preuves tangibles, pas de scène à protéger. Juste mon récit qui pendait dans l'air froid de la nuit. Pour autant, je sais que j'ai eu de la chance. Ça aurait pu être tellement pire. Je suis terriblement reconnaissante que le chauffeur soit intervenu quand il l'a fait. Je suis incroyablement soulagée que l'homme ait choisi de sauter dehors et de courir comme s'il était poursuivi par son propre ombre. Je ne sais pas si ces autocars ont des caméras, s'ils peuvent retrouver quelqu'un dans la nuit, suivre des empreintes. Je n'ai aucune idée si cet homme a été attrapé ou s'il erre encore quelque part, cherchant un ami imaginaire. Si je peux donner un seul conseil pour qui voyage en transport en commun la nuit, soyez prudents. Évitez de vous enterrer dans le coin le plus cosy. Parfois, ce nid douillet est le pire endroit. Installez-vous près des autres, restez exposés, restez visibles. La nuit a des dents et elle aime s'attaquer aux silhouettes isolées. Je me souviens encore du son de ses pas qui ont disparu, du silence qui a suivi comme un pouls qui s'éteint, et de mon cœur qui a mis un long moment à retrouver son rythme normal. J'ai senti l'air froid rentrer par la fenêtre, et avec lui, la sensation d'avoir été effleuré par quelque chose d'infirme et de mauvais. Je n'ai plus jamais pris un autocar de nuit sans regarder autour de moi à chaque arrêt. Chaque fois que j'entends un toc régulier sur une porte, mon ventre se noue comme la première nuit. L'histoire que je vais vous raconter est étrange, mystérieuse, et elle reste ouverte. Elle va peut-être vous tenir éveillé, mais pas pour les raisons habituelles. Non, si vous êtes comme moi, vous allez y penser toute la nuit, encore et encore. D'abord, laissez-moi dire que déménager, c'est un mélange bizarre d'excitation et d'effroi. On est content, on s'imagine ce nouveau chez soi. Mais la mécanique du déménagement, elle est souvent épouvantable. J'ai déménagé une douzaine de fois dans ma vie et je n'ai que 31 ans. Il y a 2 ans, après ma rupture avec ma copine de longue date, il m'a fallu trouver un endroit où dormir. Elle et moi avions acheté une maison ensemble, et après la rupture, je suis parti. J'ai vécu dans un appartement pendant 1 an. Quand ce bail d'1 an a pris fin, j'ai cherché une maison plutôt que de reprendre un appartement. Je ne voulais pas racheter tout de suite, pour plusieurs raisons. J'étais en train de terminer mon diplôme à l'Université Laval. Je pouvais déménager hors de la province après mes études. Et puis, le marché immobilier était, et est, encore un sacré bazar. J'ai fini par tomber sur une vieille maison, en grande partie rénovée, grâce à une collègue. Elle m'a mis en contact avec son voisin, un gars qui avait acheté la maison pas cher pour la louer. Ce type, c'était le genre à acheter des maisons pour les louer. Il n'y avait jamais vécu,
Il rafistolait à peine, puis il mettait des locataires. J'ai eu la chance d'être au bon moment et j'ai pris l'endroit. Pour préserver l'anonymat des gens impliqués, j'utiliserai des noms fictifs. Le propriétaire, je l'appellerai Joël. Ce qui m'a plu, au-delà du fait que c'était une maison entière et pas un appartement, c'était que Joël acceptait un bail mois par mois. Parfois, ça peut être le bordel, mais pour ma vie à l'époque, ça a marché. Joël et moi avons signé les papiers. Nous nous sommes mis d'accord sur le prix. 1800 $ canadiens par mois. Et je suis devenu locataire d'une maison au bout d'une rue très enclavée, dans le quartier Sainte-Foy, juste à la périphérie de la ville de Québec. Une fois installé, je suis vite tombé amoureux de la maison. Elle était énorme, bien plus grande que sur les photos. On sentait que la bâtisse était ancienne, mais tout l'intérieur avait été mis à neuf. Joël avait même installé la connexion sans fil et l'avait incluse dans le loyer. La maison se trouvait à l'angle d'une rue qui se branchait sur 3 autres rues, et il fallait bifurquer depuis le chemin Sainte-Foy, une route qui n'était déjà pas très passante, puis remonter plusieurs petites voies avant d'arriver enfin à la mienne. À l'extrémité, la maison était dissimulée derrière une masse d'arbres. En tant qu'étudiant en ligne et pigiste, qui travaillait souvent de la maison, cette intimité m'avait paru idéale. Le premier mois, tout était calme. Je n'ai presque pas vu mes voisins, et j'ai passé mes journées à emménager, à meubler, à ranger. Il faut du temps pour qu'un lieu cesse d'être un logement et devienne un domicile. Pourtant, quelque chose n'allait pas. J'aimais l'isolement, tous les avantages, mais j'avais cette impression sourde, une gêne tenace, comme un pouls trop fort derrière la tempe. Une sensation que je n'ai pas su nommer. Au début du 2e mois, j'ai fait une petite soirée pour quelques amis. Je faisais visiter la maison et nous sommes descendus au sous-sol. C'est là que nous avons entendu ce bruit étrange, quelque chose qui griffait ou frottait, venant d'un mur près de l'escalier. Je n'avais presque jamais mis les pieds au sous-sol depuis mon arrivée. La laveuse et le sèche-linge étaient dans une pièce attenante, donc j'étais rarement descendu. Il est possible que ce bruit ait toujours été présent et que je ne l'ai jamais entendu. Une amie a plaisanté que c'étaient des rats. Un autre a balancé, à moitié en rire, que j'avais probablement quelqu'un attaché dans les murs. Marie-Claude, elle, a blêmi. Elle voulait remonter tout de suite. Elle avait les mains moites. L'odeur de la cave lui a donné la nausée. Nous avons ri. On est remonté. La soirée s'est poursuivie. Mais je n'ai pas réussi à me débarrasser de ce grattement dans la tête. Toute la nuit, il m'a suivi. Quand tout le monde est parti, il ne restait plus que Michel. On a pris quelques bières et décidé, un peu imbibé, un peu stupide, qu'on allait aller voir d'où venait ce bruit. On est redescendu avec des pieds demi de biche et des marteaux, comme si on savait s'en servir. Honnêtement, on n'y connaissait rien. On a tendu l'oreille, on a localisé le son, exactement au pied des marches, derrière le mur sous l'escalier. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'ai cru qu'il allait me brûler la poitrine. L'adrénaline et surtout la bière nous ont poussés. On a pris le marteau, on a frappé, on a fracassé le placo-plâtre, on a retiré les planches. Et ce que nous avons découvert m'a glacé les sangs comme rien d'autre. J'ai braqué ma lampe de poche dans le trou noir et j'ai vu la source du grattement. J'ai compté, oui, j'ai compté, au moins 12 gros rats. Il y en avait peut-être davantage, mais après 12, j'ai cessé de compter. Les rats, ce n'était pas le pire. Cette cavité sombre, là-dessous, ne faisait pas la taille d'un placard de balai.
Elle faisait plutôt la taille d'une minuscule chambre. Les parois étaient couvertes de taches sombres, rougeâtres, presque noires par endroits, des auréoles qui avaient l'air anciennes, séchées, comme des éclaboussures qui avaient pris l'humidité. L'air sentait le métal rouillé, la moisissure et quelque chose de plus, quelque chose d'aigre, de salé, qui me donnait la nausée. Au sol, des chaînes, des entraves, des couteaux rouillés et, je jure, une faux. Tout était rongé par la rouille, au point que même les silhouettes paraissaient éteintes par le temps. Les chaînes étaient emmêlées, comme si on les avait laissées là depuis des années. Le détail qui m'a retourné le plus était pourtant minuscule. Dans un coin, un bol sale, un bol en céramique recouvert de crasse, au fond duquel dormait une fourchette complètement rouillée. À côté, une pile de vieux livres, à la reliure textile, le tissu râpé, les pages jaunies. Un des livres était ouvert. L'écriture à l'intérieur s'était presque entièrement effacée. Les lettres restaient comme des fantômes sur le papier. J'ai touché l'air. Il avait froid, humide, comme si la pièce respirait encore, après quelque chose qui n'était plus là. Je n'ai pas réfléchi. J'ai appelé Joël tout de suite. Peu m'importait que l'horloge indique minuit. Il est venu sans délai. Il a regardé le trou, a blêmi, puis il est resté silencieux un long moment, mélange de confusion, de colère et d'embarras. Je suis parti cette nuit-là. Je suis remonté chez mes parents, à Sillery. Joël n'a pas fait d'histoire. Il m'a même remboursé mon premier mois de loyer, le premier mois, 1800 $ canadiens. J'étais soulagé, et pourtant, quelque chose en moi restait figé, comme si j'avais laissé quelque chose de vivant sous ses marches. Depuis, je ne sais toujours pas ce qu'était cette petite chambre. Était-ce un ancien réduit pour animaux, un lieu de stockage pour outils, ou quelque chose de bien plus sinistre? J'ai pensé à contacter Joël pour savoir ce qu'il avait fait, mais rentrer dans le vif du sujet m'a semblé étrange, trop intime, peut-être trop dangereux. J'écris aussi pour avoir votre avis. Est-ce qu'on peut retrouver d'anciens propriétaires via le registre foncier du Québec? Je n'y connais rien en recherche en ligne. Peut-être que la Sûreté du Québec garde des dossiers anciens qui pourraient expliquer ce qui s'est passé là-dessous. Je me surprends encore à revoir cette pièce dans mes nuits. Les images me reviennent. La lame d'une faux, le tintement des chaînes, quand nous avons remis la lumière du côté, la chaleur fétide du sous-sol, les rats qui se dispersaient en un nuage d'odeurs et de plumes. Je sens encore l'odeur de rouille sur mes doigts quand j'ai touché le rebord du trou. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste des débris d'anciens propriétaires négligents ou un squat clandestin qui avait fini abandonné. Mais mon ventre me dit autre chose. Quelque chose a vécu là, ou a été fait là, et personne ne m'a donné d'explication. Si jamais je découvre ce qui s'est passé dans cette petite pièce sous les marches, je ferai un suivi. En attendant, je suis resté avec l'image d'un réduit obscur, effrité par le temps, et avec la question lancinante: qui a pu laisser des objets comme ça? Et surtout, pourquoi faire? Si quelqu'un a des pistes, archives, conseils pour remonter la trace des anciens propriétaires, ou comment obtenir d'anciennes plaintes auprès de la police, je suis preneur. Je ne cherche pas à flipper tout le monde gratuitement, mais il y a des histoires qui demandent à être sorties au grand jour. La mienne est restée coincée sous des marches, à attendre d'être entendue. Je suis curieux de savoir ce que les gens penseront de cette histoire. J'ai fini par avoir toute une bordée d'emmerdes juridiques pour quelque chose que je n'avais même pas fait. À ce moment-là de ma vie,
je me suis dit que parfois, la vie n'était juste pas juste. Et puis maintenant, plus d'une décennie après, je reste un peu estomaqué de la tournure des événements. J'avais 19 ans pendant l'altercation dont je parle. J'étais jeune et con. J'étais parti tout de suite de la maison et j'avais loué un taudis avec ma blonde, Marie-Claude. J'appelle ça une maison, mais c'était à peine une cabane branlante dans l'est de Montréal. On sortait ensemble depuis quelques mois seulement. On ne s'entendait pas. On se prenait la tête tout le temps. J'ai pensé que je savais ce que je faisais. Quitter la maison, emménager avec elle, c'était ma révolte contre mes parents, Jean-François et Lise, qui n'avaient pas confiance en cette fille. Dès qu'on a emménagé, les disputes ont commencé. Pourtant, je me suis réveillé plusieurs fois au milieu de la nuit, et elle restait là, à me fixer. Comme dans ce film d'horreur, vous savez, l'héroïne qui reste plantée et fixe son compagnon pendant des heures. C'était exactement ça. C'était glacial. 2 nuits de suite, je me suis réveillé, et elle était là, immobile. La première fois que je l'ai appelée là-dessus, elle m'a répondu d'un ton tranquille. « Détends-toi, je te regardais juste. » Qu'est-ce que ça veut dire, hein? J'ai essayé de ne pas me laisser affecter. J'ai aussi essayé de ne pas reconnaître que mes parents avaient peut-être raison. Je faisais le salaire minimum dans un dépanneur à Rosemont. Elle ne travaillait pas. Je ne pouvais pas payer le loyer, me nourrir et la soutenir. C'était impossible. Forcément, ça a mené à des chicanes. Au bout d'1 mois, j'ai atteint mon point de rupture. Je lui ai dit que je déménagerais dès la fin du mois. Elle a pété les plombs. Elle a commencé à me cogner la face, comme si j'étais un sac de frappe. J'ai levé les mains, j'ai hurlé pour qu'elle arrête. On entendait les coups résonner contre les murs. Les voisins, personne n'est intervenu. Dans mon coin de Montréal, chacun s'occupe de son affaire et ferme sa porte. Quand elle s'est calmée, on a essayé de parler. J'ai été surpris de la tournure civilisée de la conversation, vu notre passé de dispute. On s'est mis d'accord pour retourner chacun chez nos parents et prendre les choses un jour à la fois. J'ai senti un soulagement fou. J'ai fait mes arrangements. Je lui ai dit que je partais le lendemain matin. Elle a hoché la tête sans plus. J'ai senti une tension, mais elle a dit d'accord. Cette nuit-là, je me suis réveillé en sursaut à cause d'un hurlement. Pas un cri banal. Un hurlement comme quand on imagine quelqu'un se faire tuer. Le son m'a vrillé les os. Ce hurlement venait du salon. J'ai foncé, j'ai couru, la respiration sèche, le cœur qui tambourinait contre ma cage thoracique. Elle n'était pas dans notre chambre. Elle était debout près de la porte d'entrée, tremblante, le visage en lambeaux de larmes. Je l'ai prise par l'épaule. « Ça va ?» je lui ai demandé. Elle sanglotait sans contrôle. Je l'ai serrée. J'ai essayé de la calmer, de lui dire que tout allait bien. Le cuir chevelu me picotait à force de stress. Dans sa main, ses clés brillaient dans la pénombre. Sans prévenir, elle m'a frappé à l'arrière du crâne avec ses clés. Le métal m'a fait un bruit sec contre mon crâne. J'ai hurlé, un cri de douleur et d'incompréhension. Elle répétait d'une voix brisée « Je savais, je savais ». Qu'est-ce qu'elle savait? À ce jour, je n'ai jamais su. Je lui ai parlé, j'ai quémandé qu'elle se calme. Je me suis comporté comme un con. J'aurais dû partir en trombe, monter dans ma voiture et me barrer. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'avant qu'elle ne se mette à hurler, elle avait appelé la Sûreté du Québec. J'ai tendu la main pour la réconforter. Elle s'est jetée contre moi, en se tordant, en pleurs. J'avais les bras autour d'elle. Les brigadiers ont frappé à la porte. Ils ont ouvert. Ils l'ont vue en sanglots
et sans poser de questions, ils m'ont menotté. Ils m'ont ordonné de reculer, de lever les mains. Zéro explication, zéro nuance. Je me suis retrouvé plaqué contre la voiture de patrouille, le métal froid qui m'a glacé la peau. Les officiels m'ont embarqué au poste, sans plus. J'ai essayé de parler, de dire que je n'y comprenais rien. Elle hurlait « C'est bien fait pour toi, salaud !» Les flics, eux, m'ont à peine écouté. Ils ont dit qu'ils me conduisaient au centre de détention de Montréal pour régler l'affaire. Mon cœur cognait si fort que j'entendais mon propre sang. Je les ai suppliés, j'ai appelé mes parents. Ils sont arrivés en quelques minutes, furieux, à me défendre. Elle avait raconté aux policiers que je la tabassais depuis des semaines. J'ai pensé à toutes ces histoires vraies, ces monstres qui font ça. Ceux-là méritent tout ce qui leur arrive. Mais moi, je n'avais jamais levé la main sur elle. Jamais. Elle avait aussi affirmé que c'était elle qui voulait déménager et que, quand elle l'avait dit, j'avais perdu le contrôle. Heureusement, j'avais conservé toutes les conversations texto avec mes parents où je leur annonçais que je rentrais à la maison. Ces échanges m'ont sauvé la mise. Je ne comprends toujours pas comment c'est possible, et quand je raconte, les gens me regardent comme si je leur racontais un film absurde. Pourtant, ils m'ont gardé au centre de détention plus d'1 semaine. Ils ne m'ont pas relâché sans preuve. Ils m'ont juste gardé. Certains m'ont dit que ça venait de la région où j'habitais. D'autres m'ont juste secoué la tête, incrédules. Pour moi, c'était juste grotesque. J'ai finalement obtenu ma libération. Quelques jours après, j'ai reçu un texto d'elle. « Tu rentres quand ?» Sous-entendu, à la cabane où on vivait encore. J'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. J'ai fini par gagner une poursuite contre la Sûreté du Québec. Ils ont effacé mon dossier. Mais ça a pris du temps. J'ai traîné cette tâche sur mon nom pendant des années. Et il y a un dernier détail qui glace encore. Il y a 4 ou 5 ans, j'ai découvert qu'elle avait reçu un diagnostic de schizophrénie. Apparemment, ça existait dans sa famille. Elle avait 2 cousines qui en souffraient aussi. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était dans un établissement près de Québec parce qu'elle avait tenté de poignarder son copain de l'époque. Elle affirmait que ce mec travaillait pour la CIA et qu'il tuait des dirigeants mondiaux. Quand j'ai appris ça, un frisson glacé m'a traversé. Je me suis repassé en boucle ces nuits où elle me regardait dormir. Je me suis revu dans le salon, tenons-nous serrés, pendant qu'elle répétait encore et encore qu'elle savait. J'ai eu tellement de chance de m'en sortir quand je l'ai fait, même si ça m'a coûté des mois d'enfer. À ma connaissance, elle n'a jamais réussi à blesser quelqu'un physiquement. Du moins, je ne l'ai jamais su. J'espère de tout cœur qu'elle a reçu l'aide nécessaire, que quelqu'un l'a prise en charge, que peut-être un jour, elle pourra vivre une vie apaisée. Parfois, la nuit, j'entends encore le son d'un hurlement dans ma tête, le cliquetis des clés, l'odeur du métal froid sur mes doigts. Je sens encore mon propre cœur, rapide, comme s'il voulait sortir de ma gorge. Je repense à ces nuits, et je me demande combien d'autres histoires, comme la mienne, dorment dans les maisons, derrière des portes fermées. Combien de gens croisent dans des regards qui ne sont pas innocents. Combien ferment les yeux et se disent que ça va passer. Moi, j'ai failli tout perdre à cause d'un regard qui savait. À cause d'une phrase répétée. Je savais. J'aimerais croire qu'elle est mieux maintenant. J'aimerais croire qu'elle a reçu le soin qu'elle méritait. Mais parfois, quand je suis seul, je m'imagine qu'elle est de nouveau là, debout dans la pénombre,
immobile, qui me fixe et qui sait. Et j'entends le métal des clés. Et je me réveille. Je me suis rendu compte que déménager sans cesse, ça use. À cause de mon boulot, j'ai dû bouger tout le temps. Au début, l'idée de parcourir le pays m'avait emballé. Voir des villes, des paysages qu'on ne croise qu'une fois dans sa vie. Mais même si j'ai vu des endroits magnifiques, toutes les destinations n'étaient pas des cartes postales. L'année dernière, ma boîte m'a envoyé dans un petit bled dans les Laurentides. Franchement, l'endroit n'était pas si mal. Une maisonnette, une cabane perdue au milieu des arbres. Le village était minuscule. Les gens se tenaient à l'écart. Pour le mois que j'allais y passer, ça allait. Sauf que ce n'était pas l'un de mes meilleurs séjours. La connexion Internet était calamiteuse, tellement mauvaise que je devais aller faire des courses, même une grande surface, à une 25 minutes de route. Je voulais juste me terrer dans ma cabane pour le mois, passer incognito et filer ailleurs. J'avais 2 voisins du côté est, mais la broussaille nous séparait suffisamment. En hiver, on voyait à travers les troncs, un peu, mais c'était assez loin pour que je ne me sente pas obligé d'aller frapper à la porte. Oui, ça sonne mal, mais c'est comme ça. Au bout de 2 nuits dans la cabane, je suis sorti derrière pour fumer avant d'aller me coucher. Il devait être aux alentours de 11 heures du soir. Là-bas, c'était vraiment perdu. Dehors, une obscurité d'encre. Une obscurité qui vous avale, belle et affreuse à la fois. J'ai senti l'air froid frapper mes joues. Ça sentait le sapin et le bois humide. Puis, machinalement, j'ai regardé au travers des fourrés. Et j'ai vu un homme. Il était planté droit, là-bas. Et j'ai eu l'impression qu'il me regardait. J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Non. Il fixait plutôt la maison. J'ai levé la main pour saluer. Il ne bougeait pas. C'était comme si je n'existais pas. J'ai trouvé ça étrange. Je me suis dit que j'étais crevé, que je bricolais des images dans ma tête. Je suis rentré, je me suis préparé, et je me suis effondré dans mon lit. J'ai dû m'endormir vite parce que je me suis réveillé en sursaut. Un bruit énorme venait du salon. Mon cœur s'est emballé. J'ai écouté, immobile, en me demandant si ce n'était pas un rêve. Mais le bruit a recommencé, plus net, comme si quelque chose de lourd avait frappé le plancher. Je me suis levé à pas de loup et j'ai jeté un œil à travers l'embrasure de la porte. La chair de ma nuque s'est dressée. Il y avait un homme dans mon salon. J'étais certain d'avoir fermé la porte à clé. Quelqu'un avait forcé l'entrée. Je n'avais pas d'arme. La peur m'a collé contre le bois de la porte. J'ai senti mes paumes suer. Les planches grinçaient, se rapprochaient de ma chambre. 1 pas, 2 pas. J'ai songé à fuir en courant, mais mon corps ne me laissait pas. Quand les planches ont crissé juste devant ma porte, les pas se sont arrêtés. Puis, lentement, ils ont repris en sens inverse. Je suis allé coller mon oreille à la porte, à moitié paralysé. La maison était presque entièrement plongée dans le noir. La lune faisait un halo timide par la fenêtre. J'ai essayé de distinguer les contours de l'intrus. Un autre bruit est venu du fond de la pièce, des pas longs, déterminés. Mon premier sentiment a été « Merde, encore un ». Mon estomac s'est noué. Et puis, dans le silence épais de la nuit, une voix a tonné, grave et nette, comme un coup de tonnerre. « Halte, Derrick, pose l'arme et viens ici tout de suite. » La voix appartenait à un homme en uniforme, un agent de la Sûreté du Québec. J'ai senti un mélange d'horreur et de soulagement me traverser. Je ne m'attendais pas à ça. Chez moi,
Les flics ne défoncent pas les portes comme ça. Mais là, j'étais content qu'ils l'aient fait. Dans la direction où pointait la lampe de l'agent, j'ai entendu un rire. Un rire dégueulasse, caverneux, qui roulait comme un grondement. « Derrick, calme-toi, tu n'habites pas ici », a murmuré l'agent. Et sans prévenir, l'homme qui se tenait dans l'ombre a jailli, comme une bête, et a foncé droit sur le policier. J'ai entendu le choc, 2 corps qui s'effondraient. Un bruit sourd a retenti, métallique. Quelque chose de lourd est tombé sur le plancher, en même temps que les hommes ont chuté. J'étais collé à la porte, à 2 doigts de m'évanouir. L'agent a crié « Si quelqu'un est dans cette maison, filez en voiture tout de suite et roulez jusqu'à 1 kilomètre sur la route. Un autre poste attend. » J'ai pas hésité. En caleçon, en vieil habit à l'effigie de la Nintendo 64 et les pieds gelés, j'ai attrapé mes clés et j'ai foncé dehors. L'air m'a frappé la face, glacé, plein d'odeurs de neige et de terre humide. Mon cœur tambourinait si fort que j'entendais mes tympans vibrer. Au bout du chemin, il y avait déjà 2 agents de la Sûreté du Québec et mon voisin. J'ai enfilé un pantalon de neige que j'avais dans ma voiture pour ne pas ressembler à un fou. Mon voisin est venu vers moi, m'a tapoté l'épaule et a dit « Haletant, Dieu merci, tu vas bien, mon vieux. » Je n'arrivais pas à formuler de réponse. Mes dents claquaient, mes mains tremblaient comme une feuille. Les agents m'ont entouré, m'ont posé des questions, m'ont mis à l'abri. Il a fallu que j'aille au chaud pour réaliser chaque détail. Quand ils ont commencé à me raconter, mon sang s'est glacé. 1 an plus tôt, une fille, Marie-Ève, avait vécu dans ma maison. Derrick était son copain. Il faisait des trucs pas nets. Ça a dégénéré. Marie-Ève était morte dans cette maison. Derrick n'avait pas supporté la chute. Il avait sombré. Il avait passé des nuits en cavale, été en prison pour des petits délits. Mais les flics pensaient qu'il cherchait juste un repas chaud et un lit pendant l'hiver. Plusieurs fois au cours de l'année écoulée, on l'avait vu essayer d'entrer dans la maison restée vide, disant qu'il devait la revoir. Et puis, pendant quelques mois, plus personne n'avait croisé sa route. Les gens avaient supposé, morbide, que la nature l'avait emporté ou qu'il avait filé dans un autre village. Mais ce soir-là, mon voisin promenait son chien. Il m'a dit qu'il avait aperçu un homme rire, errer dans les fourrés entre nos maisons, puis sauter par une fenêtre de la cuisine parce qu'elle n'était pas verrouillée. Il n'avait même pas vu que j'étais dehors en train de fumer. Il s'est précipité chez lui et a appelé la Sûreté du Québec. Les agents le connaissaient. Ils connaissaient Derrick. C'est pour ça que l'agent a défoncé ma porte et est entré sans hésitation. Il savait que c'était dangereux. Quand l'agent a plaqué Derrick au sol, le bruit sourd que j'avais entendu, c'était une machette qui avait heurté le plancher. Oui, une machette, un petit sabre rouillé, je l'ai imaginé. Ils ont menotté Derrick. Il parlait à peine, la voix brisée, comme si ses mots s'étaient effilochés. C'était triste et effrayant à la fois de voir à quelle vitesse un esprit peut se déliter. À l'œil nu, Derrick semblait être un gars ordinaire. Beau parleur, peut-être. On n'aurait jamais deviné qu'une chose noire rongeait son intérieur. Le lendemain matin, j'ai appelé ma boîte. Ils m'ont payé un hôtel pour quelques semaines. Je suis parti de ce village pour de bon. Je ne suis pas prêt d'y remettre les pieds. Les flics m'ont dit que Derrick avait été interné quelque part où on allait veiller sur lui, où il ne risquerait pas de se faire du mal ou d'en faire aux autres. Je veux bien le croire. J'ai eu une chance folle que mon voisin soit sorti quand il l'a fait et qu'il ait eu le réflexe d'appeler. Si ce n'avait pas été le rire dans les fourrés,
si ce n'avait pas été cette lampe de poche qui a percé la nuit. Si je peux donner un conseil à quelqu'un qui m'écoute au fond d'un bar, au moment où la nuit se referme, ce n'est pas suffisant de fermer la porte à clé. Fermez aussi vos fenêtres, verrouillez les petites lucarnes, inspectez les verres, les charnières. On se dit qu'on habite au milieu de nulle part, qu'il ne peut rien arriver. Mais vous ne savez jamais ce qui attend. Dehors, un souffle, un rire, un crochet d'ombre prêt à franchir une fenêtre non verrouillée. Je ne suis pas superstitieux, mais j'entends encore parfois ce rire quand le vent s'engouffre entre les volets. Un rire bas, grinçant, qui n'a pas fini de résonner. Et je me rappelle la sensation du métal froid qui a frappé le sol, de l'odeur du bois brisé, du bruit des pas dans la maison. Faites attention, verrouillez tout. On ne sait jamais quel mal rôde dehors. En 2016, j'ai décidé de quitter ma ville natale. Je voulais tout recommencer, loin, de l'autre côté du pays. Toute ma famille élargie vivait là-bas. Aucun de mes cousins, aucune tante, aucun oncle ne voulait partir. Je voulais être celle qui changerait ça. Évidemment, ils ont été fâchés. Ma famille est très soudée. Mais il fallait que je voie ce qui se trouvait au-delà de notre clôture, au-delà des mêmes visages et des mêmes rues. Je suis parti d'une petite ville en Alberta pour aller m'installer dans une bourgade plutôt tranquille de la Gaspésie, au Québec. J'étais survolté. On m'avait dit que la ville débordait l'été, que des touristes y passaient, que pour le reste de l'année c'était calme, beau, presque trop paisible. C'était exactement ce que je cherchais. J'y suis allé quelques mois avant le déménagement. J'ai rencontré des gens du coin. Ils semblaient adorables, chaleureux, comme s'ils veillaient tous les uns sur les autres. Le grand jour est arrivé. Nous avons déménagé avec mon fiancé, Rémi. Le déménagement s'est déroulé sans trop d'encombre. Quelques voix ont élevé le ton, des cartons mal fermés, mais pour la plupart ça a roulé. Vers 6 heures du soir, nous sommes entrés dans notre nouvelle maison. On se sentait léger, exalté, et puis quelque chose a grincé. La première nuit, on a été réveillé par un bruit étrange. Pas un cri, plutôt un claquement, comme une porte qu'on rabat d'un coup. Je n'ai pas regardé l'heure. Rémi s'est levé, encore à moitié dans son sommeil, pour aller voir. Il est revenu quelques minutes plus tard, essoufflé. Il m'a dit qu'il n'avait rien remarqué d'anormal. Mais le temps qu'il avait mis à revenir m'a paru anormal. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait mis si longtemps, il a haussé les épaules. La porte d'entrée était déverrouillée. Ce n'était pas dans nos habitudes. Il a dit que, avec l'excitation de la journée, il avait peut-être oublié de la verrouiller. Alors il a fait un tour rapide de la maison, ouverture de placard, vérification derrière les rideaux, juste au cas où. Rien, aucun intrus. Il a insisté pour m'embrasser et me dire de ne pas m'inquiéter. Mais la nuit a été mauvaise. Impossible de fermer l'œil. Appelez ça l'instinct féminin, appelez ça comme vous voulez, mais quelque chose au fond de moi était désaccordé. Mon cœur battait trop vite. J'entendais le bois se dilater, la vieille maison respirer. Le lendemain matin, on a pris notre café. On a continué à installer des étagères, à accrocher des cadres. Vers 1h de l'après-midi, on s'est préparé pour sortir. Et sur les marches devant la porte, il y avait un colis. Une note épinglée dessus. « Bienvenue, profite de la maison », c'était écrit. Rémi a pris le paquet et l'a ouvert. À l'intérieur, il y avait un verre. Un verre ordinaire, ancien, un peu opaque. Rien d'éclatant. Il en a ri en faisant une blague sur les bizarreries locales de la Gaspésie. J'ai ri aussi, par habitude.
Mais au fond, j'ai senti cette même vague d'inquiétude, le bruit d'une gorge qui se serre sans qu'on sache pourquoi. On est allé au dépanneur, on a fait les courses, ces petites courses qui traînent après un déménagement. Le soir, on a mangé, on a installé la connexion Internet, on s'est posé pour regarder un film. Moi, j'étais sur les nerfs. J'avais l'impression qu'on était observé. J'ai passé la soirée à sentir l'air sur ma peau, à tendre l'oreille. La maison avait une odeur de carton froissé et de bois humide. Le vieux poêle craquait. Mon pouls tambourinait dans mes tempes. Vers minuit, on est monté nous coucher. Pas longtemps après, encore une fois, des coups ont retenti. 3 coups, 3 frappes lourdes, présentes, pas frêles. Ni l'un ni l'autre n'étions vraiment endormis. On venait juste de se coucher. Mais ces coups ont traversé la maison comme si la nuit elle-même avait donné un coup de poing. Rémi s'est levé lentement et s'est approché de la porte. Avant même qu'il ait pu l'ouvrir, les coups ont résonné à nouveau. Toc, toc, toc. De l'autre côté, une voix a hurlé, une voix de toute vieille femme, tremblante. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Il y a un intrus dehors, je ne suis pas en sécurité. Rémi a crié à travers la porte. « Qui est-ce » Et la réponse m'a glacé. La vieille femme a supplié. « Non, s'il vous plaît, laissez-moi entrer, ils vont me prendre. » J'ai senti mes doigts se refermer sur mon chandail. Rémi m'a regardé, cherchant mon avis. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas su quoi dire. Si cette femme était vraiment en danger, on la laissait dehors. Je l'aurais détestée pour ce choix. Rémi a fait signe pour que j'aille dans le placard, juste à côté de la chambre, et que j'appelle la Sûreté du Québec. Je me suis glissé dans le placard, à la vitesse de la peur. J'ai composé les numéros. La voix au bout du fil était calme, professionnelle. Je murmurais, la bouche sèche. Rémi a ouvert la porte comme il m'avait dit. Et là, sans prévenir, cette vieille femme est tombée dans l'entrée. Elle s'est engouffrée comme si la porte lui avait été ouverte depuis toujours. Elle criait « Ferme la porte, ils sont là !» Le timbre de sa voix tremblait, le cœur se cambrait. Elle a commencé à vociférer, à accuser. Je les ai vus dehors. Qui d'autre est dans la maison? Rémi a dit d'une voix posée « C'est juste nous. Assieds-toi. Respire. Je vais appeler la Sûreté du Québec. » Mais la femme est devenue hystérique. Elle a fait les 100 pas dans le salon, le souffle court, répétant « Mon mari est dehors. Cachez-le ici. Vous devez le cacher. Sinon, ils vont le chercher. » On a essayé de la calmer. Rémi a parlé doucement. « Écoutez, madame, si ce n'est pas sûr dehors, je vais appeler la Sûreté du Québec et ils vont venir. » Itatitha. Et pour un instant, elle s'est tue. Ses yeux se sont vidés, puis sa voix a changé, profonde, sinueuse, presque menaçante. « Ouvre la porte maintenant, ou je te brise la vie. » Le ton a fait froid dans le dos. Pas une vieille voix pantelante, une menace calme, sans âge. Rémi n'a pas aimé. Il l'a regardé, pointé la porte. « Sors d'ici, maintenant. » Et là, elle a sauté vers la porte, comme une enfant qui joue, et quand elle l'a ouverte, 2 hommes plus jeunes et beaucoup plus grands ont déboulé. Ils étaient jeunes, mais massifs. Ils se sont précipités sur Rémi et l'ont projeté au sol. Je suis resté dans le placard, le cœur en vrac, à regarder la scène à travers la fente de la porte. J'ai retenu ma respiration. Chaque son me semblait amplifié. Le bruit sec des coups, le souffle haletant de Rémi, le craquement d'une chaise que l'on pousse. Je pouvais voir les hommes donner des coups de pied, entendre la toux étranglée de Rémi. Et la vieille femme,
Elle riait, et elle hurlait des encouragements. Un ricanement qui déchirait le silence comme un papier qu'on froisse. Je ne saurais dire combien de temps cela a duré. Quelques secondes qui ont paru des heures. Puis, comme si des phares avaient percé la nuit, des lumières bleues ont rempli les fenêtres. Les 3 assaillants se sont précipités vers la porte de derrière. Ils sont sortis comme s'ils savaient exactement où se trouvait la sortie. En passant, la vieille femme a attrapé le paquet avec le verre et elle a lancé d'une voix claire « Profitez de la maison, Rémi ». Le fait qu'elle ait dit son nom, ce détail m'a fendu plus encore. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Quand la Sûreté du Québec est entrée, l'air était froissé, chargé de peur. Les intrus étaient déjà partis. Rémi s'est relevé, en s'appuyant sur les genoux, le visage tuméfié, la respiration sifflante. On a donné aux policiers tout ce qu'on savait. Le colis, la note. Mais le colis, la vieille l'avait pris. On n'en avait plus la possession. On a dit que les hommes connaissaient la maison, qu'ils s'étaient dirigés comme s'ils avaient déjà été là. On a donné une description. Ils n'avaient pas de masque. J'ai vu leur visage, le baiser froid sur la nuque. Je les ai vus. 2 gars d'apparence soignée, jeunes mais puissants, de la barbe de quelques jours, propre, presque entretenue. L'un était blond sale, l'autre avait les cheveux foncés et commençait à perdre ses cheveux. L'autre avait les siens relevés en chignon. La vieille femme était minuscule. Elle avait la peau qui semblait fondre sur ses os. Ses cheveux étaient blancs et raides, longs. Depuis ma cachette, j'ai cru voir qu'elle n'avait pas de dents. Je ne suis pas certaine de ce dernier détail, mais ça m'a hanté. La Sûreté du Québec n'a pas attrapé ces gens. Ils n'ont pas pu les retrouver. Ça n'a pas vraiment d'importance pour nous. Le lendemain, on est allé dans un motel et on y est resté quelques nuits. Puis, on est rentré en Alberta. Rester seul, sans famille, dans cette épreuve, ça m'a presque détruite. J'avais besoin d'eux plus que jamais. Depuis, j'habite encore en Alberta. Je n'ai plus l'intention de repartir. Ce qui est le plus dur, c'est que je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont pris pour cible. Les images tournent dans ma tête comme une cassette rayée. Et il y a un détail qui me ronge encore plus. Un détail que Rémi m'a avoué seulement après notre retour en Alberta. Un détail qu'il n'avait pas dit à la Sûreté du Québec, parce qu'il a estimé que ça n'aurait servi à rien. La première nuit, quand on avait entendu le bruit, Rémi m'avait dit que la porte était déverrouillée. C'était vrai, mais ce n'était pas que déverrouillé. La porte d'entrée était grande ouverte, et la porte de derrière aussi. La porte par laquelle les intrus sont partis, elle avait été ouverte la veille. Ils étaient déjà entrés dans notre maison la nuit précédant l'attaque. Ces monstres avaient dormi, peut-être marché, peut-être choisi. Ils nous avaient déjà vus dans notre propre cuisine. Ce constat m'a empêché de dormir depuis. Je ne sais pas si je retrouverai jamais le sommeil comme avant. Parfois, dans le silence de la nuit, j'entends encore la vieille femme rire. Je sens l'odeur du carton humide. Mon cœur se serre. Et je repense à ces mots qu'elle a criés en partant, si calmes, si précis. Profitez de la maison, Rémi. Comme si elle savait, comme si elle avait toujours su. Nous venions tout juste de commencer notre nouvelle vie dans la ville de Québec. Ma femme et moi, on venait d'obtenir nos maîtrises. Moi, j'avais décroché un poste d'enseignant à l'Université Laval. Elle avait trouvé un emploi au CHU de Québec. Après des milliers de dollars de dettes scolaires. Mais ça,
c'est une autre histoire d'horreur pour un autre soir. Tout le travail avait fini par payer. On soufflait un peu. À la fin de l'été, on a commencé le déménagement depuis notre ancien appartement à Ottawa, Ontario. La majorité de nos affaires étaient déjà arrivées au nouveau logement. Il ne restait qu'un camion à ramener, le gros chargement qu'on avait décidé de conduire nous-mêmes. On avait loué un camion de déménagement dans un dépôt à Gatineau et on s'était dit qu'on ferait le trajet au milieu de la nuit. Je ne suis pas des plus sûrs au volant d'un camion. L'idée, c'était d'éviter la circulation. Moins de voitures, moins de stress. Sur l'autoroute 50, puis sur la 40, tout s'est bien passé pendant les premières heures. La route était noire, seulement nos phares, l'air piquant sur le visage. Après quelques heures, on a touché la zone tranquille, la forêt boréale dense qui longe la route, l'odeur de résine et d'asphalte qui montait dans le coffre. On roulait bien. Et puis, à environ 2 heures de l'arrivée, quelque part après Trois-Rivières, il s'est passé. J'ai senti un coup sec sous la remorque. Un bruit qui ne ressemblait à rien de normal, comme si quelque chose avait explosé. Le pneu arrière a éclaté en 1 seconde. Moi, j'ai réussi à me ranger. Il n'y avait presque personne sur cette portion déserte d'autoroute. Juste nous et les arbres qui avalaient la nuit. Le pneu était complètement à plat, bouffé, annihilé. Ce n'était pas un simple clou qu'on avait roulé dessus. On est resté là, immobile, à se regarder, à respirer vite, à calculer. On a ouvert la pochette que l'employé de la compagnie de location nous avait donnée. Il y avait un numéro d'urgence spécial. On a appelé. Après quelques étapes, ils nous ont dit qu'ils enverrèrent de l'aide, mais que ça prendrait un peu de temps. On s'est dit qu'on allait attendre, qu'on regarderait des vidéos sur notre téléphone, qu'on patiente. Erreur. La première règle après un accident, c'est d'alerter les autorités. On ne l'a pas fait tout de suite. On a merdé. Peu après avoir raccroché, ma femme m'a donné un coup dans l'épaule. « Il y a quelqu'un derrière le camion », elle a chuchoté. Dans le rétroviseur, j'ai vu une tache noire, un sweatshirt, que la lueur rouge de nos feux éclairait par reflet. Une silhouette. J'ai gardé un œil sur lui, sans vraiment savoir pourquoi je n'ai pas tout de suite appelé la Sûreté du Québec. J'aurais dû, mais je suis du genre empathique. J'ai tendance à faire confiance, à penser que l'autre a peut-être besoin d'aide. Madame m'a donné un autre coup, plus nerveux. Sa voix tremblait. « Mon Dieu, regarde !» J'ai levé la tête. Une autre personne se tenait devant le camion. Autour de nous, il n'y avait aucune autre voiture. Ces gens, ils venaient de sortir des arbres. En quelques secondes, 2 autres silhouettes ont émergé depuis l'arrière du camion. Une jeune femme et un homme, probablement dans la vingtaine. La jeune femme a fait signe de me faire baisser la fenêtre. J'ai entrouvert. Sa voix était douce, presque trop douce. « Salut, on voit que vous êtes dans la mouise. Pas le bon genre de mouise. Mais bon, vous voulez qu'on change votre pneu? On s'y connaît, nous autres. » Elle souriait comme si elle racontait une blague. Le gars à côté d'elle, lui, restait massif, stoïque, sans un battement de paupières. Il faisait froid, nos souffles fusaient, fumée blanche dans la lumière des phares. Mon cœur a commencé à marteler ma cage thoracique. Ma femme, silencieuse, a tapé un message au 911. Je ne savais même pas qu'on pouvait texter le 911. Je l'ai vu faire. Moi, j'ai regardé la fille dehors. « Merci, c'est gentil. La compagnie arrive d'ici un instant. Ils vont s'en occuper, » que j'ai dit, la voix coincée. Elle n'a pas lâché son sourire, ce sourire qui ne touchait pas les yeux. Elle a levé les mains, comme si elle réfléchissait,
le sourire toujours planté au visage. « Ah bon, c'est dommage. Monsieur, il fait froid dehors. Peut-être qu'on pourrait attendre dans la caisse du camion. Vous savez, vous nous ouvrez le coffre et on reste au chaud jusqu'à ce que votre dépanneur arrive. » À ce moment, j'étais en morceaux. D'un côté, le type d'âme charitable en moi voulait ouvrir la porte, inviter ces jeunes, leur filer quelque chose à manger. De l'autre, tout me criait de refermer les vitres. Le gars massif ne souriait pas du tout. Il était lourd, trop calme. Le troisième homme, celui qui était resté derrière le camion, avait disparu comme une ombre. J'ai gardé cette image en tête. Sortir et courir était impossible. L'arrière du camion, c'était tout ce qu'on possédait. Nos meubles, nos antiquités, nos papiers, nos souvenirs de famille. On ne lâchait pas ça. J'ai essayé de ruser. Non, merci, on va juste attendre. J'ai indiqué d'un geste un service-aria à quelques kilomètres en arrière. Allez, vous pouvez aller vous chercher une poutine, vous chauffer, revenir. J'ai voulu les amadouer. J'ai glissé un billet de $50 entre la fenêtre entr'ouverte et ma main. Je l'ai laissé tomber au sol pour qu'ils le voient. Le billet a frotté l'asphalte. Rien. Ils n'ont pas bougé d'un pouce. Et à ce moment-là, j'ai su qu'on était foutus. La fille s'est approchée. Derrière elle, le gros s'est avancé aussi. Le type qui avait disparu de l'arrière était maintenant à la portière passager. « Allez, donnez-nous les clés », a soufflé la fille en gardant ce sourire, comme si elle négociait un troc. Le grand bonhomme a saisi la poignée de ma porte et a commencé à jouer avec, à forcer comme un animal. À la même seconde, un autre s'est attaqué à la porte de ma femme. La panique a éclaté dans ma poitrine. J'ai tenté d'appeler le 911 encore. J'ai parlé à l'opératrice en balbutiant. Et puis, au loin, comme si le ciel nous tendait la main, des feux bleus sont apparus à l'horizon, des feux qui fendaient la nuit. « Ils arrivent !» ma femme a envoyé en texto. J'ai tout raconté, la voix à moitié étranglée. L'agent qui est descendu de la voiture a crié quelque chose en direction du groupe. La fille s'est retournée, elle a fait face à l'agent mais elle n'a pas bougé. Elle a répondu, toujours sur ce ton mielleux. « Hey, officier, ces gens ont volé notre camion. Aidez-nous, s'il vous plaît. » J'ai vu l'agent parler dans sa radio. Puis il a hurlé. « Reculez, à terre !» Les trois hommes ont obéi à contre-cœur et se sont mis à reculer, mais pas à se coucher. La fille m'a regardé, puis l'agent, et elle a fait un petit signe de la main. « Vous êtes drôle, au revoir. » Et puis, comme si la forêt avait décidé de les reprendre, les quatre ont bondi et se sont engouffrés dans les arbres. L'agent a tenté de les poursuivre, mais il n'a pas pu aller plus loin que la lisière boisée. Il est revenu, radio à la main. En quelques minutes, 1 minute, 2, il m'a semblé une éternité. Plusieurs autres voitures de la Sûreté du Québec ont déboulé, sirènes en rafale, lumière qui clignotait. C'était le premier soulagement depuis le début de la nuit. On a tout raconté aux agents, tous les détails. Tout ce que je vous dis là s'est déroulé en quelques minutes fulgurantes. La dépanneuse est arrivée peu après. On a changé le pneu, on s'est recollés ensemble et on est reparti. Les agents m'ont expliqué ce qu'ils avaient trouvé un peu plus loin. Une bande mince, une sorte de bande métallique recouverte de dizaines de clous, posée là exprès. Une pieuvre de fer qui avait découpé mon pneu. C'était un piège, un truc fait pour voler ou blesser un véhicule inattentif qui passerait par ce tronçon désert en plein milieu de la nuit. Je n'ai pas poussé l'enquête plus loin. J'aurais dû. J'aurais peut-être dû porter plainte, chercher ces jeunes, remonter la piste. Mais parfois, la vie te donne une mauvaise main. On a pris la nôtre,
On a payé le prix et on est parti. Je me suis dit que peut-être ils étaient juste perdus, que la vie les avait malmenés. Je me suis raconté que des gens font des erreurs. J'espère seulement qu'ils trouveront un meilleur chemin. Et surtout, j'espère qu'ils n'auront jamais la chance de blesser quelqu'un d'autre de cette façon. Depuis cette nuit-là, quand je repasse par cet endroit, j'ai encore le goût de regarder dans les rétroviseurs, d'écouter le bruit sous les pneus, de sentir l'odeur de la forêt. Mon cœur bat encore plus fort à la simple idée que quelqu'un a posé des clous sur une route, comme un piège posé dans l'ombre. Les images reviennent, ce sourire qui ne touchait pas les yeux, le billet de 50 qui n'a pas attiré un muscle, le silence qui a avalé leurs pas quand ils ont fui dans les arbres. Ça m'a appris une chose simple et terrible. La nuit, les bonnes intentions peuvent être utilisées contre vous, et parfois, la gentillesse vous met en danger. Alors, la prochaine fois que vous entendez un bruit sourd sous votre véhicule, que vous voyez des silhouettes sortir des sous-bois, que quelqu'un vous propose de vous aider avec un sourire trop parfait, appelez. Appelez la sûreté. Ne faites pas comme nous, qui avons hésité. Ne laissez pas vos souvenirs dans l'arrière d'un camion au bord d'une route déserte.